Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Talk Afrique sur Média. Le continent africain et d'autres pays au-delà de nos frontières vivent des crises humanitaires. Cela demande ainsi une attention particulière de la part de nos politiques, mais aussi et surtout des organisations non gouvernementales. Ces ONG, justement, apportent leur pierre à l'édifice pour soulager tant bien que mal les personnes vulnérables qui sont dans le besoin. En Afrique, quelques 26 millions d'individus vivent dans des zones où les organisations humanitaires ont d'énormes difficultés à atteindre les communautés qui ont le plus besoin d'aide. Et le comité international de la Croix-Rouge estime que l'accès aux services essentiels comme les soins de santé est extrêmement limité en raison des conflits armés et de la violence en général. Peut-on réellement parler de gestion de crise humanitaire en Afrique puisque certains experts affirment que les crises ne s'évitent ni se gèrent? Quelle politique faut-il mettre en place pour faciliter l'accès à l'aide humanitaire? Des réponses avec nos deux invités sur ce plateau. Nous recevons Madame Valentina Bernasconi. Vous êtes chef de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, plaisir partagé. Également, Monsieur Cher Tidiane Cissé, vous êtes directeur administratif et coordinateur des programmes de l'ONG 3D. Merci à vous. Merci Selmine, merci à vous également et merci à Madame Bernasconi, c'est ça. Merci. Alors, depuis des décennies, le monde vit des crises humanitaires, je le disais à l'entame de mes propos, et les organisations non gouvernementales soutiennent, comme elles peuvent, les populations qui sont dans le besoin. Leur quotidien, par contre, semble être peu connu. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Alors, effectivement, en ce moment historique, on parle des 3C, c'est-à-dire des conflits, de changement climatique et de la Covid, de la crise qui a été générée par la Covid. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problématiques humanitaires qui malheureusement touchent des milliers de personnes. Donc bien sûr, pour apporter de l'aide et une réponse à ces besoins, il y a aussi plusieurs intervenants qui sont là. D'un côté, il y a l'État, de l'autre côté, il y a les organisations non gouvernementales ou ONG, et puis de l'autre côté, il y a aussi les organisations internationales. C'est vrai que chacun a un mandat différent, des responsabilités différentes. Donc effectivement, oui, ça peut générer de la confusion, ça peut aussi générer une mauvaise compréhension des différents mandats. D'où l'importance de bien communiquer sur ce qu'on fait. Le CICR, donc, que je représente, a vraiment cette politique d'être très transparent, d'avoir un dialogue très ouvert avec toutes les parties qui prennent part au conflit et avec la population civile, les communautés, pour vraiment expliquer quel est le mandat et quel est le type d'aide qu'on peut apporter. Alors, il y a les organisations non gouvernementales, également les organisations humanitaires internationales. Monsieur Cissé, dites-nous, qu'est-ce que ces ONG ou bien ces organisations font concrètement? Merci Sidmine de nous avoir donné l'opportunité. Les organisations non gouvernementales, effectivement, développent des actions à côté de l'État, comme l'a dit Madame la représentante de la Croix-Rouge internationale. Les organisations, les ONG locales accompagnent les États dans les actions. Effectivement, ils ont des mandats différents, mais ils visent le même objectif, c'est de soulager les communautés et les populations. Et l'État ne peut pas tout faire. Donc, à côté de ça, il y a les ONG qui sont effectivement légalement constituées, qui ont des missions bien déterminées, comme par exemple l'ONG 3D, qui a pour mission de promouvoir un développement inclusif, une gouvernance transparente et un dialogue politique également, qui permet aux communautés de s'épanouir de manière politique et économique. Et de ce point de vue, nous intervenons dans différentes thématiques, comme par exemple la thématique sur le développement local, où on promeut le renforcement de capacité des acteurs locaux qui puissent intervenir avec l'administration locale, les élus locaux, pour promouvoir le développement local. Alors, concernant l'ONG 3D, nous allons y revenir. Et nous savons que pour les ONG ou encore les organisations internationales, humanitaires internationales, interviennent dans divers domaines. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que vous pouvez quand même préciser, parce qu'il y a certaines qui agissent, qui apportent des vivres,
D'autres, par contre, agissent dans le cadre de la santé. Et quelles sont les difficultés que ces ONG rencontrent? Effectivement, il y a la typologie des organisations qui agissent selon leurs lignes directrices, selon également leurs orientations politiques, leurs orientations thématiques. Et les difficultés rencontrées sur le terrain, c'est deux ordres. La première difficulté, c'est la capacité de pouvoir mobiliser des ressources, n'est-ce pas, pour pouvoir venir à bout aux difficultés des populations. Et ça, c'est là où les organisations non gouvernementales locales ont des difficultés pour pouvoir mobiliser les ressources. L'autre difficulté également, c'est par rapport également à l'espace politique. Parce que quand des organisations interviennent dans des zones, marquées de conflit, parfois il y a des interdictions qui font que les organisations locales ne peuvent pas intervenir jusqu'au bout de leur logique. Et là également, ça pose un énorme problème à ces organisations, n'est-ce pas, locales, qui ont des difficultés, de la peine pour pouvoir intervenir logiquement et venir à bout aux problèmes et aux difficultés des communautés. Alors, le Comité international de la Croix-Rouge n'est pas une ONG, vous allez nous le dire. C'est plutôt une organisation humanitaire internationale, puisqu'on sait qu'une ONG est une association d'intérêt public qui ne relève ni de l'État ni d'institutions internationales. Dites-nous comment ça se passe justement, comment vous arrivez à gérer les crises alimentaires dans des zones de conflit? Le Comité international de la Croix-Rouge, comme vous l'avez bien dit, c'est une organisation internationale. On travaille, on base notre travail sur les principes humanitaires qui nous caractérisent, qui sont les principes de la Croix-Rouge, c'est-à-dire on est impartial et neutre dans les conflits. C'est pour ça qu'en cas de conflit, souvent les États appellent pour l'aide de la Croix-Rouge ou nous proposons nos services à l'État parce qu'on a cette fonction qui est celle de ne pas être partie au conflit. Donc on est neutre, on est impartial parce que l'aide qu'on donne, on le donne à n'importe quelle personne civile qui soit d'un côté ou de l'autre du conflit. Vous ne vous impliquez pas dans les négociations politiques entre les parties? Non, exactement. Et puis, par exemple, on base notre aide sur une politique de non-discrimination. C'est le principe vraiment de l'impartialité, c'est-à-dire que peu importe la religion, si c'est un homme ou une femme, si c'est un jeune ou un vieux, si le besoin humanitaire est là, on essaie d'y répondre. Et donc, pour revenir à votre point par rapport aux crises alimentaires, effectivement, les conflits exacerbent les crises alimentaires. On voit qu'actuellement, dans des pays de l'Afrique de l'Ouest ou au Sahel, oui, par exemple, il y a des milliers de personnes qui sont incapables d'arriver à se nourrir correctement ou d'avoir une sécurité alimentaire, c'est-à-dire ils vivent dans un cadre d'insécurité alimentaire. Pourquoi? Parce qu'à cause des conflits, les marchés ont été détruits, leur système de survie qui peut être basé par exemple si c'est des bergers sur la gestion de leurs troupeaux, si c'est des agriculteurs sur la gestion de leurs terres. Voilà, en cas de conflit, il y a des perturbations des systèmes, oui, je dirais, normaux de gestion d'économie, ce qui ça se reflète après sur l'accès à l'alimentation des populations. Donc on intervient, pour vous donner un exemple, vraiment sur le renforcement de la résilience des populations, parce que dans ces pays-là, il y a le conflit, mais il y a aussi la crise climatique qui est en cours, notamment dans toute la partie subsaharienne de l'Afrique, mais non seulement, il y a par exemple aussi en Somalie. Et donc là, on essaye de développer, de renforcer la résilience de la population avec des programmes qui sont très spécifiques. Par exemple, en soutien, on a distribué, pour vous donner quelques chiffres, en 2022 à 85 000 familles des outils pour travailler la terre, des semences qui sont particulièrement résistantes au changement climatique, mais aussi des intrants agricoles, de manière à qu'elles puissent ne pas être toujours dépendantes. Justement. Mais résiliente. Vous avez parlé du Sahel. L'espace humain, justement, est très réduit, oui, au Sahel à cause des mesures antiterroristes. Oui. Malgré tout cela, les ONG arrivent quand même à apporter de l'aide à ces personnes vulnérables. Comment est-ce qu'elles arrivent à s'en sortir? Alors,
Je dirais, c'est pas évident, c'est-à-dire que il y a beaucoup de difficultés, c'est très complexe. Il y a des aspects comme l'aspect sécuritaire qui doivent être vraiment bien tenus en considération pour pouvoir atteindre les plus vulnérables qui sont souvent dans des territoires qui sont gérés par des groupes armés, que ce soit étatique ou non étatique. Il y a un dialogue qui est le prérequis essentiel pour pouvoir assurer l'accès à ces populations qui ont besoin de l'aide. En Afrique, actuellement, le CICR dialogue avec environ 230 groupes armés non étatiques pour bien expliquer son mandat et pouvoir aller évaluer les besoins de population et leur apporter l'aide nécessaire. D'accord. Monsieur Cissé, on va parler de la RDC. Les ONG locales ainsi que les petites associations humanitaires prennent quand même le relais dans cette zone. Comment appréciez-vous justement la volonté locale? Oui, elle est pertinente en termes d'intervention. Ça veut dire qu'ils sont plus proches des communautés. C'est des populations autochtones qui se constituent en groupe et qui développent des capacités, des stratégies, n'est-ce pas, de réponse endogènes qui qu'ils proposent maintenant à ces communautés. Et ce qui est important dans ça, c'est qu'ils le font avec l'accompagnement des ONG locales. Voilà un peu ce qui est important, en tout cas en termes d'intervention des organisations de base à côté des ONG locales. D'accord. Madame Bernasconi, vous êtes chef de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge. Certaines organisations maintiennent un dialogue bilatéral et confidentiel avec les parties. C'est le cas pour la Croix-Rouge. Quelle politique mettez-vous en place pour y arriver, justement ? Alors oui, c'est dans le cadre de notre travail neutre et impartiel, on estime que c'est important de pouvoir dialoguer avec toutes les parties au conflit. On le fait de manière confidentielle, c'est-à-dire que par exemple, ce qu'on voit sur le terrain en termes de violation du droit international humanitaire, nous ne sommes pas une organisation qui va faire des dénonciations publiques, mais on travaille vraiment ça avec les responsables de façon à apporter des changements dans le comportement et pouvoir assurer la protection de la population civile. Je vous cache pas, hein, c'est souvent des négociations qui prennent beaucoup de temps, c'est très complexe, il peut y avoir plusieurs obstacles, par exemple la langue, parfois on doit passer à travers des traducteurs, parfois c'est en langue locale, parfois c'est aussi que les combats sont en plein cours, donc c'est difficile de pouvoir accéder à ces interlocuteurs, donc ça dépend vraiment beaucoup de la situation, mais je dirais la ligne de base, c'est qu'on assure ce dialogue pour évaluer les besoins, s'approcher, être en proximité de la population prise entre les violences et le conflit, leur apporter l'aide nécessaire et même si cela peut signifier des mois et des mois de négociations. En tout cas, ça, c'est pour le cas de la Croix-Rouge. Alors, Monsieur Cissé, vous êtes le directeur administratif de l'ONG 3D. L'ONG 3D, elle est sénégalaise. Vous intervenez ici, au Sénégal. Dites-nous justement, quelles sont les actions que vous menez ici? Oui, l'ONG 3D, je vais résumer ces actions en 3 dimensions. La dimension démocratie, bonne gouvernance, nous travaillons à 2 niveaux. Niveau central et niveau local. Niveau central, c'est l'interaction que nous développons avec les États, avec le gouvernement, pour permettre, n'est-ce pas, au gouvernement de respecter les standards en termes de gestion des finances publiques, par exemple, pour que l'État puisse respecter également les obligations en termes de gestion des ressources publiques. Au niveau, et de ce point de vue, nous développons également ce qu'on appelle la stratégie de réseautage, parce que nous encourageons la mise en place des réseaux, des organisations qui travaillent sur des différentes thématiques. Au niveau de la base également, la mission consiste à organiser les communautés en groupe, organisées selon les thématiques, mais également selon leur vulnérabilité géographique et leur vulnérabilité socio-économique. Et de ce point de vue, nous accompagnons ces communautés à travailler avec les collectivités territoriales, à développer également des activités de renforcement de capacité et des activités également d'appui et d'accompagnement des organisateurs, des producteurs locaux pour une meilleure prise en compte des préoccupations locales. La dimension droits humains
c'est la promotion de l'accès à la santé. Les communautés puissent avoir un accès équitable aux offres de services de santé, de l'éducation, mais également... Mais ça reste une réelle problématique quand même au Sénégal. Oui, réelle problématique au Sénégal. Oui. Parce que si tu prends juste l'offre de services de santé dans des communautés très éloignées, par exemple à Matam, par exemple, il y a des communautés où pour accéder aux différents services de santé, il faut faire des kilomètres et des kilomètres. Et c'est le même cas également pour l'éducation. Nous avons mené une étude au niveau de la zone de Matam et cette étude a montré que les élèves, pour aller à l'école, il faut qu'ils se préoccupent des tâches ménagères, il faut qu'ils aillent chercher de l'eau pour les familles avant d'aller à l'école, ce qui constitue un taux d'achèvement, en tout cas très faible, scolaire. Et un autre aspect également qui me paraît important pour l'ONG 3D, c'est que voir les communautés souffrir face, n'est-ce pas, aux offres politiques de l'État, cela constitue un énorme problème et c'est pourquoi nous proposons des solutions alternatives en se basant sur la capacité de résilience des communautés à pouvoir s'organiser, en se basant également sur comment accompagner, appuyer ces communautés. Et le troisième volet maintenant, c'est le développement local. Le développement local, c'est basé sur un accompagnement technico-économique des organisations locales, comme par exemple les organisations de producteurs agricoles. Nous les accompagnons sur toute la chaîne de valeur jusqu'à l'exportation et ça c'est une intervention. Alors permettez-moi de lire ceci, je crois que c'est le directeur exécutif de l'ONG 3D, M. Moundiaï Cissé, qui disait à l'horizon 2022, le pôle de droits humains veut contribuer à l'amélioration de l'accès aux normes les plus élevées en matière de santé et de soins de santé pour les groupes défavorisés et en contexte de vulnérabilité. Où en êtes-vous concrètement? Oui, pour mesurer cela, ce sera un peu... On n'a pas les éléments, mais il faut se référer aux politiques publiques parce que nous, notre action également contribue à la réalisation des politiques publiques. Et aujourd'hui, l'État, en évaluant la politique de santé au Sénégal aujourd'hui, il faut se féliciter également d'un pas que l'État a eu à faire parce que le fait de réaliser en tout cas des hôpitaux de niveau 2 dans des localités très éloignées constitue en tout cas pour nous un élément, un indicateur d'amélioration en tout cas de l'offre de services de santé. L'autre aspect, c'est que dans le domaine de la santé, nous, ce que nous proposons, c'est l'accès des groupes vulnérables à la santé. Et quand on dit l'accès des groupes vulnérables, c'est les groupes qui n'ont pas droit au chapitre, qui n'ont pas leur voix, qui n'ont pas leur voix pour réclamer ou pour faire un plaidoyer. Et maintenant, nous, on cherche l'information à ce niveau-là et nous amplifions leur voix pour que l'État puisse savoir... La voix des sans-voix. La voix des sans-voix. On amplifie les voix pour que l'État puisse se rendre compte que dans telle localité, il y a un tel problème de santé, il y a tel problème par rapport à l'éducation. Et à chaque fois, ce qui est important et intéressant, pour dire que on fait des pas par rapport aux propos du directeur exécutif. À chaque fois qu'on interpelle l'État, l'État agit et réagit par rapport à ces interpellations. Et pour le cas de la Croix-Rouge internationale, vous êtes également au Sénégal. Parlez-nous un peu de vos actions que vous menez ici au Sénégal. Alors, nous sommes ici au Sénégal avec une présence à Dakar, où nous avons un pôle d'experts sur des thématiques régionales, donc qui se déplacent aussi dans toute la région sahélienne et bien au-delà. Mais nous travaillons spécifiquement en Casamance pour la situation qu'il y a en Casamance. Nous avons différents programmes, par exemple des programmes de sensibilisation à la situation des mines. Nous avons des jardins maraîchers qui sont construits avec, par exemple, le groupe des femmes, de manière à pouvoir assurer une certaine indépendance économique dans un cadre où il peut être difficile de faire autrement. Et après, nous sommes présents aussi sur tout le territoire national sénégalais avec un programme d'accompagnement aux familles des migrants portés disparus qu'on mène ensemble avec la Croix-Rouge sénégalaise. Malheureusement, le Sénégal compte beaucoup de familles, des milliers de familles qui ont un cher qui a disparu sur la route migratoire. Donc nous avons un programme depuis maintenant
2016, d'accompagnement à ces familles, parce que les familles ont des besoins. Bon, déjà, elles vivent dans la douleur de ne pas savoir qu'est-ce qui s'est passé à leurs proches. Donc, on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à leurs proches, de rétablir le lien familial, si cela est possible, parce que souvent, la personne est arrivée dans un autre pays, mais a perdu le contact avec la famille. Dans d'autres cas, malheureusement, la personne est décédée sur la route. Mais dans un cas comme dans l'autre, la famille qui reste a le droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé à leurs proches, a le droit aussi d'avoir un soutien économique, d'avoir un soutien psychosocial et d'avoir aussi parfois une orientation sur comment approcher, je ne sais pas, la scolarisation, etc. Donc nous travaillons avec des volontaires de la Croix-Rouge. Il y a 130 volontaires qui ont été formés pour justement apporter ce soutien psychosocial, psychologique aux familles des migrants portés disparus. Depuis le début de ce programme, environ 600 familles entre Saint-Louis, Thiaroye-sur-Mer, Hambourg, Vélingara ont pu bénéficier d'un soutien du CICR, que ce soit économique, psychosocial. Alors là, vous parlez vraiment pour la Croix-Rouge internationale, mais si on peut aller au-delà, concernant d'autres organisations humanitaires internationales, qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider à mieux gérer justement ces crises dans des zones de conflit? Alors, le CICR fait un appel très clair par rapport à ça, c'est-à-dire que malheureusement, les crises, elles deviennent de plus en plus complexes, il y a de plus en plus de besoins, les conflits se prolongent, donc il ne suffit plus d'attendre la réponse humanitaire, mais il faut vraiment avoir cette approche collective, que ça soit du côté des États, mais différents bailleurs de fonds comme dans le secteur privé, il faut vraiment mettre les efforts ensemble pour pouvoir bien répondre à ces crises. L'autre appel qu'on fait, c'est vraiment le respect du droit international humanitaire. Le droit international humanitaire dicte, si vous voulez, les règles de la guerre, et si elles sont respectées, ça permet de diminuer les conséquences humanitaires et donc bien évidemment d'avoir une gestion un peu plus simplifiée, de conflits, parce qu'au fait les impacts négatifs sont limités avec le respect du droit international humanitaire. Monsieur Cissé, tout à l'heure je lui ai posé la question comment est-ce qu'il faut aider ces organisations à mieux gérer les crises, mais certains experts disent qu'on ne peut pas gérer les crises, il faudrait s'y adapter. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, une crise, hein, il faut s'y adapter effectivement, parce que quand on suit la logique de réponse par rapport à la situation des crises, il faut toujours s'y adapter. Et la Covid nous a donné un bel exemple. Donc en termes de crise, il y a toujours ce qu'on appelle la capacité de résilience. Comment ces acteurs doivent développer une résilience pour pouvoir apporter des réponses en fonction de la taille et de l'ampleur de la crise. Et ce qui fait que, par exemple, si je prends l'exemple des organisations locales, face à ces crises-là, surtout dans la zone de conflit en Casamance, c'est que les organisations locales se sont imprégnées des réalités socio-économiques, n'est-ce pas, socio-économiques des localités pour pouvoir intervenir dans ces zones de crise. Dans les zones à fort risque, n'est-ce pas, de conflit, il y a toujours une possibilité de pouvoir s'adapter aux réalités et de pouvoir intervenir de manière optimale pour pouvoir venir à bout aux différentes difficultés des populations. Et les humanitaires sont très exposés, hein, que ce soit au Sahel ou même en Afrique centrale, plus précisément en RDC. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour la protection de ces volontaires? Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le respect du droit international humanitaire qui est à la base de la protection des intervenants humanitaires qui sont les premiers répondants en fait aux crises. Et à côté de ça, il y a aussi une sensibilisation à tout ce qui est la sécurité, une professionnalisation de la gestion de la sécurité, c'est aussi important. Et puis, il ne faut pas oublier que ces gens, les humanitaires, des organisations internationales, mais ça peut être aussi la Croix-Rouge locale, encore une fois, ils sont neutres et indépendants, ils ne sont pas une partie au conflit, ils sont vraiment là juste pour pouvoir aider les plus vulnérables. Et donc, au fait, il faut tout simplement, c'est peut-être un peu naïf, mais j'y crois vraiment, il ne faut pas... la guerre a des limites.
Et il faut savoir garder l'humanité aussi au cœur de la guerre. D'accord, la guerre a des limites. Une dernière question pour vous. On sent l'homme a besoin d'aider l'autre. Est-ce qu'il faut se former pour devenir humanitaire? Oui, il faut se former parce qu'il y a les normes sécuritaires, effectivement, comme l'évoque le droit humanitaire international, mais également il y a le respect des principes et des principes sécuritaires en termes d'intervention. Et tout ça, il faut se former, il faut une bonne formation, il faut véritablement un bon encadrement pour pouvoir intervenir et soutenir les populations en situation difficile. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Monsieur Cher Tidiane Cissé, vous êtes directeur administratif et coordinateur des programmes de l'ONG 3D. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, merci Céline. Et c'est un plaisir également de répondre à votre invitation. Et je pense que l'émission a été véritablement une belle émission. Merci. En face de vous, Madame Valentina Bernasconi, vous êtes chef de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge. Merci d'avoir répondu aussi à nos questions. Non, merci à vous pour nous avoir invités. C'était un plaisir. C'était vraiment une belle dynamique. Un grand plaisir. Merci. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt sur Média et prenez soin de vous.